Quand on est parent, c'est H24, 7 jours sur 7. Tu disais tout à l'heure, c'est le travail le plus difficile au monde. Je pense que c'est surtout le fait qu'on n'a pas de congé et que moi, c'est ça ma devise aujourd'hui, de dire aux parents, dans toute épreuve, entre guillemets, de la parentalité ou toute chose, c'est important aussi de prendre soin de son enfant, mais de prendre soin de soi. En parlant de pendulation, je vois mon fils faire ça très très bien, puisque quand quelque chose l'active, il vient vers moi, il se rassure, il se sécurise, et puis il y retourne en fait. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis sur la parentalité, le système nerveux et all things sur les parents. C'est pas un sujet que j'avais déjà évoqué parce que je ne suis pas parent, je ne suis pas mère, moi-même, pas encore, du moins. Et donc du coup, tout ce que je partage sur l'attachement, sur le système nerveux, mais en relation plus particulièrement à l'attachement, ça reste quand même, pour le moment, théorique, pour moi en tout cas, je l'ai pas vécu dans la chair, et c'est pour ça que j'ai invité Sophie et Diana. Merci infiniment les filles d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue Sophie, bienvenue Diana. Bonjour Camille, merci pour l'invitation. Je suis super heureuse que vous soyez ici. Ce qu'on va faire, ce podcast, ça va être un format un petit peu différent, ça va être plus une discussion. Moi, j'avais posté sur les réseaux sociaux des questions que j'ai mis dans des grands thèmes, ces questions. Donc, on a eu des questions sur le mode de vie, la situation familiale, l'environnement, parents-enfants. On a eu pas mal de questions aussi sur le trauma préverbal, qu'est-ce qui peut se passer dans les premiers mois de vie d'un bébé, peut-être qu'est-ce qui se passe aussi même en prénatal, donc in utero. On a eu pas mal de questions aussi sur le sujet de la transmission du trauma, avec cette grande question de est-ce que le trauma se transmet, donc on va y venir. Et pas mal de questions sur finalement quels outils je peux utiliser au quotidien en tant que parent avec les enfants. Donc peut-être ce que je vous proposerais, pour donner un petit peu de contexte aussi, vous avez toutes les deux du coup fait le programme Rise de mars, C'est bien ça, c'était oui. mars 2023, de mars à juin, donc vous avez engagé cette démarche de travailler sur vos traumas, sur votre système nerveux, et moi ça m'intéressait, j'étais très curieuse de comment est-ce que ça affecte, impacte, joue sur votre parentalité, sur votre relation avec vos enfants, sur vous en tant que mère aussi, le métier le plus difficile du monde. Et donc je vous ai invité ici pour que vous puissiez parler de ça, et puis ce que je vais vous inviter peut-être à faire aussi, là maintenant, c'est raconter chacune votre histoire, parce que vous avez des histoires très puissantes, aussi semées d'embûches dans votre parentalité. Donc peut-être, je vous donne la parole, on peut commencer avec Sophie si tu veux. Ok, je suis ravie d'être là, j'ai envie de le préciser. C'est vraiment un bonheur d'être là, de partager avec toi Camille aujourd'hui et Diana. Alors moi, par rapport à mon expérience personnelle, donc j'ai un petit garçon, enfin un petit, il faudrait que j'arrête de dire petit, qui a 8 ans aujourd'hui. Alors j'ai une expérience de maternité qui est assez, je dirais, de toute façon chaque expérience de maternité est unique, mais moi il m'a fallu plusieurs années avant d'avoir Nathan, parce qu'il faut savoir que j'étais atteinte d'endométriose, qui n'était pas diagnostiquée à l'époque, donc déjà le temps de travailler, on va dire, cette partie médicale après un certain temps d'errance médicale. Par la suite, on va dire que ma grossesse, mon accouchement, etc., tout s'est bien passé. Le postpartum a été une période de forte solitude où là je me suis déjà rendu compte, j'étais pas du tout informée de comment ça se passe et comment on se retrouve seul et que tout le monde continue sa vie et que nous on est dans sa bulle merveilleuse mais aussi assez challengeante. Et la partie pour moi qui a été la plus compliquée, ça a été le retour au travail. Où là, je me suis vraiment pris de plein fouet le fait de sortir de 4 mois vraiment sur une dimension, sortir de cette bulle et de se retrouver dans le monde du travail où rien n'a changé, où les gens nous attendent pas pour nous féliciter, mais bien pour reprendre les choses, le train en marche, sans prendre en considération en fait le changement en fait d'identité de personnes à parents,
qui pour moi n'était toujours pas conscient, ça c'est certain. Et donc, ben, se démarre la course folle entre vouloir, entre guillemets, pallier au fait qu'on s'est absenté pendant plusieurs mois, se remettre à jour, prendre des nouveaux projets, etc. Et à côté de ça, ben, se rendre compte que ben, quand on est parent d'un petit bout comme ça, qu'on dépose à la crèche tous les matins, ben, en fait, ben, on les voit pas beaucoup, ces petits bouts, dans les premiers mois, parce que quand on les récupère fin de journée, ben, ils sont fatigués, le temps ben, de manger un petit bout, de prendre un petit bain, ben, on est déjà au lit. Et donc, ça a été vraiment un déchirement pour moi. Je me souviens que quand je partais très très tôt au boulot le matin pour justement pallier à cette moins grande disponibilité au travail, eh ben, j'entendais mon fils gazouiller avec mon mari et j'avais le cœur brisé en mille à chaque fois à me dire, ben, moi j'y vais, go, pas le choix. Et donc, voilà, ça a été une nouvelle étape assez compliquée pour moi. Syndrome de la Wonder Woman, de vouloir bien faire au travail et également bien faire à la maison. Et ça a duré plusieurs années. Et après plusieurs années, ben, j'ai dû faire une pause professionnelle euh, parce que ça n'allait pas du tout à ce niveau-là. Et en fait, j'ai profité de cette pause professionnelle qu'on va appeler un burn-out, hein, soyons clairs, pour justement me recentrer sur moi, ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, ben, en fait, moi, j'ai envie d'accompagner les mamans dans cette transition de femme à maman et leur faire comprendre, en fait, que, ben oui, il y a transformation et qu'on n'est pas moins bien ou mieux, on est différentes. Donc, j'ai lancé ce projet d'accompagnement en 2020, en pleine pandémie, où là, ben, il y avait encore plus de besoins, je pense, des mamans, parce que encore plus isolées, etc., de leur famille et autres. Et puis, au fur et à mesure des accompagnements, je me suis rapprochée petit à petit via l'expérience des mamans que j'accompagnais, aussi du retour au travail. C'était, oui, on venait me trouver pour la préparation postpartum, etc., mais de plus en plus pour le retour au travail. Ah, Sophie, je vais retourner travailler, ça va être compliqué, est-ce que tu peux m'aider? Et moi, ça m'a remis dans le bain fatalement de ce que j'avais vécu. Et donc, j'ai accompagné en grande majorité ben, des femmes qui retournaient travailler pour apprendre à poser ses limites, prendre soin d'elles, de bien prendre conscience qu'on partait pas dans un sprint, mais bien dans un marathon qui allait durer plusieurs années. Et puis récemment, l'année dernière, je me suis dit, ben, ce serait bien aussi peut-être de sensibiliser le monde de l'entreprise à ça, parce que c'est bien de se préparer à retourner travailler, mais si l'entreprise n'est pas apte à recevoir aussi les parents qui reviennent ben, de congé, ça a posé souci. Et donc ici, c'est le dernier pivot qu'a pris mon activité récemment, le fait, au-delà d'accompagner les mamans et aujourd'hui les papas, parce que pour moi les papas ont toute leur place aussi dans mes accompagnements, d'accompagner et de sensibiliser aussi les entreprises au fait ben, que quand on revient, on a changé et que surtout, trajet de parentalité, ben, quand on va pas très bien, ben, c'est important aussi de pouvoir prendre soin de ses collaborateurs et aussi de se rendre compte que on n'est pas bien. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on est parent, c'est H24, 7 jours sur 7. Tu disais tout à l'heure, c'est le travail le plus difficile au monde. Je pense que c'est surtout le fait ben, qu'on n'a pas de congé, c'est H24, 7 jours sur 7. Et que ben, moi, c'est ça ma devise aujourd'hui, de dire aux parents, ben, dans toute épreuve, entre guillemets, de la parentalité ou toute chose, ben, c'est important aussi de prendre soin de son enfant, mais de prendre soin de soi. Parce qu'on est parti pour un temps assez long, clairement. Donc voilà, c'est important de prendre soin de soi. Et c'est ça mon rôle aujourd'hui, c'est de prendre soin des parents. Merci déjà Sophie pour ce premier partage qui a résonné évidemment. J'ai trouvé certaines similitudes. Moi aussi je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Merci beaucoup Camille de nous avoir invités sur ce sujet qui nous tient tellement à cœur, qu'on incarne tellement dans nos quotidiens, d'accompagnante et de maman. Alors moi effectivement je souffrais aussi d'une endométriose. Je parle de ça au passé mais en fait c'est toujours actuel. Mais j'ai eu la chance de tomber enceinte en 2019 d'une petite fille qui a été diagnostiquée avec une pathologie rare au 5e mois et qui est décédée en novembre 2019 à terme. Et donc, ça a été évidemment un double chamboulement puisqu'il y avait le deuil de mon enfant qui était en cours, ce processus qui est très, très vivant. Très en mouvement, qui a débuté dès l'annonce du diagnostic en fait, puisqu'il fallait renoncer à la perspective d'un enfant en bonne santé. Et puis il y a eu le deuil aussi, évidemment, suite à la perte de ma fille. Et donc, suite à tout ça, ça a re-questionné plein de choses, déjà au niveau identitaire, puisque c'était quand même une entrée finalement dans une forme de matrescence.
mais qui était différente de tout ce que j'avais pu imaginer, de ce que je pouvais concevoir, qui ne ressemblait à aucune autre. Donc il y avait aussi cette quête identitaire-là. Je suis maman d'une petite fille décédée. Est-ce que je peux le dire? Comment est-ce que je réponds à certaines questions qu'on pouvait me poser? Est-ce que tu as des enfants, etc. Bon, il y a eu vraiment tout un questionnement très intense à cette période de ma vie. Questionnement identitaire. Et puis évidemment, j'étais face aussi à cette réalité de devoir m'ouvrir à ma vie émotionnelle comme je ne l'avais jamais fait avant. Je dirais qu'avant c'était facile de mettre certaines choses sous le tapis, mais là le volume était tellement élevé que il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Et en même temps c'est magnifique. C'est ce qui m'a vraiment permis de m'ouvrir à tout le spectre de mes émotions. Et suite à ça, j'avais besoin de pouvoir mettre du sens, pas tant sur ce qui s'était passé, que mettre du sens en tout cas sur l'après. Comment est-ce que j'allais vivre? Qu'est-ce que ça m'enseignait? Qu'est-ce que ça m'apprenait de moi, des autres? Et donc j'ai eu à cœur de mettre toute cette expérience-là, tout ce que j'ai traversé, à profit pour accompagner des parents endeuillés, plus particulièrement des mamans. Parce qu'il y a effectivement un grand tabou autour du deuil périnatal. Alors le postpartum a été, dans toute sa réalité, dans toutes ses facettes, a été tabou aussi pendant un long moment, mais alors un postpartum avec un deuil périnatal, je te dis pas. Donc c'était important pour moi, au-delà de briser le silence sur le deuil périnatal, de pouvoir accompagner aussi les mères dans cette solitude en fait et dans l'incompréhension de ce qu'elles traversaient à ce moment-là, tout en prenant en compte aussi l'aspect physiologique, parce que pour beaucoup de personnes extérieures à ce vécu, pas de bébé, pas de postpartum, alors que si, bien évidemment. Donc il y a à la fois les chamboulements physiologiques, hormonaux d'un corps qui s'est préparé à accueillir cet enfant, à le nourrir, à l'accompagner, à le faire grandir, et tout en ayant ce processus de deuil à vivre, en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé de me certifier, de me former, de me certifier en tant que coach, parce que c'était très important pour moi de pouvoir offrir un espace où mon expérience personnelle, cette expérience dans la chair me permettait de comprendre, mais où il n'était pas question que cet espace devienne le mien, cet espace thérapeutique, en fait, devienne le mien. Donc, j'ai été accompagnée de mon côté, j'ai été formée à ouvrir, à offrir un espace qui soit soutenant et qui puisse être contenant et sécurisant pour les mamans qui venaient déposer là leurs émotions, leurs ressentis, et apprendre aussi finalement à les traverser, parce que c'est pas quelque chose, ce ne sont pas des compétences qu'on apprend à l'école, et là on les apprend vraiment dans le feu de l'épreuve. Que te dire de plus ? Voilà comment en tout cas j'en suis arrivée à l'accompagnement et au coaching. Et puis suite à ça, j'ai décidé aussi d'aller plus loin dans la démarche. Et ça, c'est intimement lié à ma découverte de la théorie polyvagale, qui date à peu près d'1 an avant que je rencontre ton travail. Quand j'ai découvert la théorie polyvagale, ça a résonné tout de suite. Et c'est juste incroyable de voir à quel point la justesse de ce que j'entendais fait que je ne pouvais plus faire comme si je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai décidé d'approfondir tout ça déjà dans mon rapport à moi-même, de le travailler dans mon rapport à moi-même, de le travailler avec toi notamment, et puis d'aller un petit peu plus loin dans l'approche du trauma grâce à la somatic experiencing qu'on avait aussi abordé ensemble en m'inscrivant pour une formation qui dure 3 ans. Donc voilà, je suis heureuse maintenant d'enrichir mes accompagnements de ces approches-là parce qu'on sait que ce vécu est potentiellement traumatique au sens de dépasser vraiment notre capacité de pouvoir y faire face à l'instant T. Et donc voilà, c'est important pour moi dans cette quête de justesse et d'intégrité dans mon travail de pouvoir vraiment apporter ces concepts, de pouvoir vraiment donner cette grille de lecture, transmettre cette grille de lecture, transmettre cette connaissance à ces personnes, à ces mamans qui ont besoin de contexte aussi pour arriver finalement à
à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, mais aussi à l'accueillir. Elles ont besoin du sens autour. Et voilà, du coup, ça a été, cette rencontre avec la théorie polyvagale et le trauma de façon générale a été magnifique, même si c'est justement dans des circonstances qui ont au départ été particulièrement douloureuses. Merci Diana. Et peut-être préciser que du coup, il y a eu une autre maternité depuis aussi. Une autre maternité, effectivement. Ce sera pertinent pour la suite des questions, donc c'est important. J'ai été prise par les émotions, tu sais, j'en ai même oublié de mentionner que j'ai eu la chance effectivement d'être à nouveau maman, parent d'un petit garçon qui vient d'avoir 14 mois, et pour moi c'est une victoire tous les jours que de le voir en vie, grandir et s'épanouir. Donc ouais, merci de rebondir. Ça m'a activée, tu vois, de parler à nouveau de mon vécu de deuil de ma fille là comme ça. Donc on amène une ressource dans la conversation, venir en live, on amène des ressources. Merci infiniment. Avant qu'on passe aux questions qu'on a reçues des parents, une question pour vous. Comment est-ce que vous en êtes arrivée? Alors tu l'as un peu évoqué Diana avec la découverte de la théorie polyvagale, mais aussi pour toi Sophie, comment est-ce que vous en êtes arrivée à vous dire ok, maintenant je sens que c'est le moment pour moi de venir travailler sur mes traumas, de venir travailler sur mon système nerveux? Est-ce que c'était en lien avec votre parentalité? Est-ce que c'était quelque chose de plus personnel où voilà, il y avait des blocages ou des choses un peu difficiles dans peut-être votre vie perso, pro? Après, je sais que la vie personnelle, elle est pas... on peut pas la détacher de la parentalité. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit « Ok, maintenant, je commence ce travail sur mon système nerveux, avec mon système nerveux ». Au départ, pour moi, c'était vraiment une quête de justesse et encore une fois d'intégrité dans mes accompagnements. C'est-à-dire que au bout de quelques mois, années d'expérience en tant qu'accompagnante, j'ai ressenti les limites de la verbalisation. J'ai ressenti aussi les limites de tout le travail qu'on peut faire sur le mindset, qui est évidemment extrêmement utile, mais qui pour moi était incomplet, en ce sens que le prisme par lequel on voit les choses, c'est vraiment nos pensées, nos croyances génèrent un vécu émotionnel. Et donc, à force de volonté et de prise de conscience, en mettant au jour les pensées qui nous occupent, on peut influer sur nos émotions. Ce qui est pas faux en soi, hein, c'est pas le problème. C'est vraiment juste, pour moi, ce côté incomplet que je ressentais, en ce sens que je faisais moi-même l'expérience à certains moments de ma journée, certains moments de ma semaine, certaines périodes du mois, d'avoir un système de pensée vraiment motivant, encourageant, soutenant, utile, etc., qui n'avait absolument pas le même impact sur ma vie émotionnelle qu'à d'autres moments. Et donc, en toute logique, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, là, il y a un chaînon manquant là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la première fois que j'ai entendu parler de la théorie polyvagale par un formateur français que tu connais, je me suis dit, ok, c'est ça en fait. C'est ça. Il y a des émotions qui préexistent à la pensée. Donc, il y a forcément un état émotionnel qui enclenche certaines perceptions. Et donc, ma première approche de la théorie polyvagale, elle a d'abord été pour pouvoir soutenir plus durablement, plus profondément et plus durablement mes clientes et qu'elles se sentent réellement outillées, qu'elles comprennent ce qui se passe. Le second volet, là, ça a été plus personnel. Quand j'ai commencé à travailler ça avec toi, le postpartum a été une sacrée claque parce que il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Sophie en a parlé en rapport avec son propre vécu. En fait, il y avait cette part d'hypervigilance qu'on retrouve dans le vécu du postpartum de façon générale, qui est naturelle, qui est nécessaire. C'est le fameux mommy brain. On sait qu'il y a des bouleversements chimiques et hormonaux qui sont vraiment favorables à l'attachement, au lien, à la survie de notre bébé. Mais il y avait aussi toute cette part d'anxiété que je sentais vraiment réactivée en rapport avec les circonstances de la mort de ma fille. Et là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose parce que je ne veux pas en fait que cet état émotionnel me submerge au point que je ne me sente pas ou plus en capacité de m'occuper de moi et de mon enfant comme j'en ai réellement envie. Et donc là, on est passé du côté, j'ai basculé de l'autre côté où il y avait la pratique en fait. Il fallait vraiment que je fasse le job pour moi-même et voilà, ça m'a libérée, vraiment.
Alors moi, ça a été plutôt une démarche personnelle au départ, parce que lorsque le diagnostic de mon burn-out a été prononcé, entre guillemets, parce que il faut à un moment donné, il faut un certain temps d'acceptation aussi de s'arrêter de travailler, etc., de reconnaître quand on a été un peu un bulldozer aussi longtemps, de pouvoir s'arrêter, de se dire comment est-ce qu'on va prendre soin de son enfant quand même en n'étant pas bien, etc. Et j'ai commencé à beaucoup travailler sur moi-même, ce que j'avais jamais fait précédemment, donc tout ce qui est thérapie par la parole en premier lieu, et puis plus des thérapies corporelles. J'ai fait un cycle MBSR, donc pleine conscience, je me suis mise au yoga, et puis après je suis partie sur d'autres outils, on va dire, comme l'hypnose ou des choses comme ça, conversationnelles et autres. Et bien sûr, toutes mes formations pour accompagner les mamans, les parents, etc., m'ont amené avec des nouveaux outils que je mettais en pratique avant tout pour moi-même, parce qu'il n'y a rien à faire quand on fait des formations, des choses, etc. C'est avant tout par curiosité personnelle et dans un sens pour travailler sur soi, on est bien d'accord. Mais je me rendais compte qu'il y avait quand même des choses qui restaient présentes au quotidien pour moi, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, en fait... Mon fils a pris du temps, mais en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des soucis de santé de son côté, différentes choses, différentes étapes d'évolution qui mettaient du temps à se mettre en place, et puis de l'épilepsie qui est apparue. Donc, ça a été aussi toute une partie, ma maternité qui a été compliquée parce que c'était accompagné sans savoir ce qu'il y avait derrière son enfant, sans expérience, tout en sachant que expérience ou pas, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Le diagnostic est tombé seulement à ses 6 ans d'une maladie génétique rare qui implique certaines choses et aussi une gestion émotionnelle particulière chez lui. Et donc du coup, je me retrouve tous les jours, et je peux encore parler au présent parce que ça reste la situation au quotidien, dans des situations d'activation assez importantes et qui peuvent du coup me mettre en situation on va dire, de stress assez intense. Et donc, l'idée, c'était vraiment, quand Camille, ça faisait un certain temps, comme tu le sais, que je te suis via tes différents canaux. Et donc, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que tu partageais dans ton podcast ici, dans tes publications, etc., de se dire, OK, j'ai vu pendant mes différentes thérapies qu'il y avait des traumas qui étaient liés à différentes choses. Et de plus, dans mon quotidien, je suis activée en permanence. C'est important pour moi, malgré tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, de continuer à travailler dessus. Mais l'idée, c'était de penser au départ que il n'y a pas de solution magique. Et je pense qu'on y reviendra aussi par la suite, mais j'ai envie de le mentionner déjà maintenant. Je me doutais que ça n'allait pas enlever fatalement les situations compliquées. Je pense que c'est important de se le dire, mais c'est comment est-ce que je vais prendre soin de moi, quelles ressources est-ce que je vais mettre en place, comment est-ce que je vais travailler sur moi pour pouvoir, en fait, on va dire, vivre ces situations de manière différente parce qu'elles sont là et elles seront là pendant un certain temps. Voilà. Merci infiniment. Vous avez pas mal parlé de postpartum, peut-être du coup... Je ferai le lien pour enchaîner sur les questions qu'on nous a posées sur le trauma préverbal parce que ça vient parler de cette période, voilà, des premiers mois de vie. Donc on a eu des questions, je vais lire les questions et puis on va voir comment est-ce qu'on... Voilà, on y répond, moi je peux apporter quelques éléments et puis après si vous voulez rebondir dessus. On nous a demandé quels outils pour travailler avec le trauma des premiers mois de vie, donc cette période préverbale. Comment rassurer un enfant anxieux qui a vécu ma dépression postpartum, effectivement. Vous avez parlé d'une période postpartum plutôt difficile. Voilà, après, il y a aussi toute cette dépression postpartum qui est peut-être le degré du dessus. Je ne sais pas si vous retrouviez dans cette définition de la dépression postpartum, mais je sais qu'il y a plein de femmes qui, en tout cas, vivent ça. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de nos mères ou de nos grands-mères qui avaient ça, mais il n'y avait juste pas de mots. Donc ça, voilà, plein de choses qu'on peut se transmettre aussi à ce niveau-là. Une personne qui nous dit j'ai lu que le ventral n'existe pas à la naissance. Est-ce que c'est vrai? Comment le développer? Donc ça, c'est très intéressant, on va en parler. Est-ce que les enfants nés prématurément sont-ils plus prompts à l'anxiété? Plein de questions. Ce que je voudrais peut-être dire en mot d'introduction ici, et voilà, parce qu'il y a des éléments qui vont se recouper là dans ces questions. Ce qui est intéressant avec le trauma préverbal quand on vient travailler avec, alors bien sûr là le contexte et la situation c'est une fois adulte, je viens travailler avec le trauma
qui, je le sais ou j'en ai l'intuition, a été préverbal. Et comment est-ce qu'on le sait ou qu'on en a l'intuition? Souvent, c'est que comme son nom l'indique très très bien, préverbal, donc souvent il n'y a pas de mots. Donc souvent, ce trauma préverbal, c'est ce sentiment, cette sensation, ces sensations de « je suis pas en sécurité dans le monde ». Et je suis pas en sécurité où que j'aille et je sais pas bien pourquoi. En anglais, on dit « something's off ». Genre, il y a cette perception de quelque chose va pas, mais je sais pas bien pourquoi. Même chose, ça peut être la même chose dans l'attachement aussi, dans les relations. Je sens par exemple que je veux aller vers quelqu'un, mais je peux pas. Et j'arrive pas à le mettre en mots, en fait. Tout ce que... on va simplifier les choses ici, parce que après, voilà, peut-être dans le programme, on va en profondeur là-dedans, mais ici, pour le podcast, déjà, s'il y a des choses, pour vous donner des outils aux personnes qui nous écoutent, s'il y a des choses où c'est un sentiment, c'est quelque chose, une sorte de... Voilà, mal-être, je vais peut-être dire ça, ou anxiété comme ça, un peu générale, mais pour laquelle ou lequel il n'y a pas de mots, souvent ça a trait au préverbal. Ce qu'on peut voir dans le préverbal aussi, c'est que c'est des choses souvent assez intenses. Au niveau de l'intensité, ça peut être assez intense. Pourquoi ? Parce que pour un bébé, tout est super intense. Nous, les adultes, on peut aller dans le frigo et manger quelque chose pour s'anesthésier ou aller même, une fois qu'on a fait le travail avec notre système nerveux, on va plus vers nos stratégies d'adaptation, mais plutôt même aller chercher une ressource, on peut le faire. Le bébé, il peut pas. Moi, j'aime bien me rappeler qu'il peut pas s'échapper, il y a vraiment quelque chose de... Et même d'une sensation inconfortable, en fait, même d'une démangeaison, d'un endroit où il peut pas gratter son corps, voilà, il peut pas s'échapper. Donc c'est pour ça que il y a plein de choses en préverbal qui seraient inconfortables pour nous aujourd'hui, mais qui, vu la situation je suis un bébé, vu le fait que le bébé soit un bébé, passe de l'inconfortable à l'ingérable. Et ça aussi, ça peut être un signe pour vous. Quand des petites choses qui seraient inconfortables deviennent tout de suite ingérables pour vous. Ou que vous sentez que la ligne entre inconfortable et ingérable, ça bascule très très vite en fait. Vous pouvez pas rester longtemps avec une sensation inconfortable. Tout de suite, hop, ça va dans une anxiété ou ça va dans une agitation. Vous voyez que vous avez plus de capacité, hop, on est distrait. Tout de suite, on va vers nos stratégies d'adaptation. Ça, c'est... Voilà, souvent, pas toujours, ok, mais ça peut être des indications de « Ah, c'est quelque chose, voilà, qui n'a pas de mots ». Donc, tout ce qui n'a pas de mots, qui paraît assez intense ou très vite ingérable. Ça, c'est assez caractéristique du préverbal. Je vais dire ça comme ça. Et sur ce sujet, et après, je vous laisserai peut-être... les filles sur comment rassurer un enfant anxieux. Je sais pas si c'est des expériences que vous avez, mais au moins, en tout cas, là, j'ai moins d'expérience. Sur plus théoriquement, le ventral n'existe pas à la naissance. Est-ce vrai ? Alors, oui. Pour rappel, pour juste remettre dans le contexte, donc 3 états du système nerveux. On a l'état ventral, l'état qui est notre état de connexion, de sécurité, de résilience, d'attachement, d'engagement social, de connexion à nous-mêmes et aux autres. Donc l'état où on veut être, on veut de la régulation ventrale dans notre système. Et puis, si on se sent en danger, le système va en sympathique. Donc là, voilà, l'action, est-ce que je combats ou est-ce que je fuis ? Et si ça suffit pas, dorsal, donc une forme d'effondrement, où je sens que comme l'énergie quitte mon corps, ça peut être un endroit assez sombre aussi avec du brouillard cérébral, de la déprime, etc. Donc le ventral, du coup cet état de connexion, c'est quand même super intéressant. Effectivement, cette branche ventrale du nerf vague, elle n'est pas complètement développée, en tout cas même pas développée en fait, à la naissance. Sachant que ce qu'il faut recontextualiser aussi, c'est que le nerf vague, c'est un abus de langage, parce qu'il y a 2 branches du nerf vague, et donc il y a cette branche ventrale et il y a cette branche dorsale. Le nerf vague, c'est le frein de notre physiologie. Donc je vais en sympathique, soit mon système il me freine et il m'envoie en dorsale parce que il se dit ok, la seule solution là c'est que je me prépare à mourir, ou il me freine lentement et en nuance, et il me fait revenir dans mon état ventral de sécurité. Donc cette branche dorsale, d'ailleurs qui innerve tout le système digestif, cette branche dorsale, elle est en ligne, elle est là quand le bébé y naît. Et c'est logique, le bébé il peut digérer le lait de la mère, donc voilà, la branche dorsale elle est là, et il peut aussi s'effondrer en soi le bébé. Ça veut dire un bébé pour lequel il n'y a pas assez d'attachement, ou des parents qui sont
pas présent émotionnellement, physiquement pour X, Y, Z, il y a 1000 raisons, il y aurait 1000 raisons à ça. Le bébé, il peut aller dans une forme de shutdown, d'effondrement, dans ce mode de conservation d'énergie pour rester en vie. Donc la nature est ultra bien faite là-dessus. Donc cette branche-là, elle est là, en ligne du nerf vague, mais l'autre branche du nerf vague, effectivement, la ventrale, celle de la connexion, de l'attachement, elle doit être construite et cultivée. Et comment est-ce qu'elle est construite et cultivée ? Via l'attachement on va dire les figures d'attachement, aux parents. Souvent c'est les parents, mais peut-être pas forcément. En tout cas, aux figures d'attachement primaires. Et donc à travers le toucher, à travers la prosodie des parents dans la voix. Donc la prosodie, vous savez, c'est on parle comme ça au bébé, comme il est mignon, hein. C'est les nuances dans la voix. Voilà, donc la voix, le contact visuel, les odeurs, voilà, tout ce qui va permettre de s'attacher à la mère, au père, aux figures d'attachement. Et c'est comme ça que cette branche ventrale du nerf vague, effectivement, elle est construite et cultivée. Donc, effectivement, quand il n'y a pas un attachement bon et solide dès le début dans notre vie, littéralement, au niveau physiologique, le nerf vague, cette branche-là en tout cas, elle se développe pas de façon optimale. Et c'est pour ça qu'après, on peut avoir, dans des est-ce qu'on dit disruption en français ? Non. Comment est-ce qu'on dit disruptions ? Je sais plus. Des troubles, on va dire comme ça, dans l'attachement, ou en tout cas, on sent qu'en relation, peut-être mon système, il capte, en tout cas, il neurocepte, la neuroception de mon système nerveux. Donc, ce qui capte, c'est que les autres sont dangereux, par exemple. Donc, en relation, je me sens toujours peut-être super mal à l'aise. Ça pourrait être un signe, par exemple. Ou dès qu'il y a une relation et voilà, qui est assez peut-être engageante, où il y a quelqu'un qui est vraiment là pour moi, hop, j'y mets fin parce que c'est trop pour moi, en fait. Juste la relation, c'est trop pour moi. Ça va être plutôt l'attachement évitant. Ou au contraire, j'ai toujours besoin d'être rassurée dans les relations. J'ai besoin d'être rassurée. Est-ce que t'es là ? Oui, t'es vraiment là. Parce qu'il n'y avait pas personne, ou il n'y avait pas toujours quelqu'un. Donc du coup, j'ai lu que le ventral n'existe pas à la naissance. Est-ce vrai ? Oui. La réponse courte, c'était ça. Et comment le développer ? Via l'attachement avec les parents, via une vraie présence. Une vraie présence. Moi, j'adore les travaux de Ray Castellino sur ce sujet-là. Ray, c'est R-A-Y pour Raymond Castellino, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est in utero. Et voilà, lui, il parle beaucoup de cette résonance, de cette présence, de ce ralentissement aussi. Si on ralentit assez pour être dans la présence, il dit le bébé va vous dire ce dont il a besoin. Allez l'écouter sur YouTube. Je vais pas refaire Ray Castellino ici, mais c'est superbe. Les enfants nés prématurément sont-ils plus prompts à l'anxiété ? C'est peut-être un petit peu cavalier de dire oui, ils sont plus prompts à l'anxiété. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, l'attachement, il est perturbé. Dans les enfants nés prématurément, alors, quand ils sont mis en couveuse, là, vraiment oui, parce que je pense que ça se fait plus comme ça maintenant. Mais il y a toute une génération, en tout cas la génération de nos parents, on mettait les enfants en couveuse. J'étais en somatic experiencing là il y a pas longtemps, et la formatrice elle disait, moi on a mis mon enfant en couveuse et je l'ai vu que 3 jours plus tard, quoi. Donc bonjour l'attachement. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut recréer plein d'expériences dans le système nerveux, plein d'expériences réparatrices. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, effectivement. Donc là-dessus, oui, s'il y a eu ces expériences-là d'être en couveuse, Moi, j'ai une amie aussi, elle a vu sa mère que 5 jours plus tard, pareil, parce qu'on l'avait mis dans un autre hôpital. Parce que, voilà, ses signes vitaux étaient en danger. Donc, et l'hôpital n'était pas... comment est-ce qu'on dit ? Équipé. Donc, pour tout ça... Oui, ça peut donner cette activation super intense dans le système nerveux, et des personnes du coup qui ont vraiment du mal à justement revenir en ventral. Voilà, et après une porte que peut-être je veux pas ouvrir, mais les enfants nés prématurément, aujourd'hui, la plupart on arrive à les sauver, mais il y a plein de ces bébés, si on avait peut-être laissé la nature faire, qui peut-être seraient pas au monde aujourd'hui. Donc voilà, là-dedans il y a aussi plein de choses. On va pas ouvrir cette porte-là, mais ouais, il peut y avoir une grande activation qui vient de ça, en fait. Un truc de... Parfois, on peut voir ça, je veux pas généraliser ici, mais parfois, on peut sentir ça chez des personnes nées prématurément, j'ai le sentiment que je devrais pas être là.
Et encore une fois, quelque chose qui trouve pas de parole. Il n'y a pas de parole, mais il y a ce truc de je devrais pas être là. Où j'ai du mal à trouver ma place, du coup. Bon, encore une fois, sans faire de généralité ici, mais c'est des choses qu'on peut voir, en tout cas. Et quels outils pour travailler avec le trauma dans les premiers mois de vie? Du coup, on veut vraiment passer par le corps, il n'y a pas de mots. Donc là, on pourrait aller dans toutes les thérapies par la parole du monde. Donc je dirais vraiment les outils, tout ce qui est pratique somatique, le somatic experiencing, tout ce qui est même travailler avec les fascias, le healing touch, le toucher guérisseur, voilà, la thérapie crânio-sacrée aussi, où on vient poser les mains en dessous à des endroits spécifiques et on travaille vraiment avec cette respiration primaire, la respiration cellulaire pour refaire circuler tous ces... J'en oublie sûrement des modalités, mais toutes les modalités qui passent par le corps, quoi. Je vous redonne la parole, les filles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à la maison, peut-être de l'anxiété chez votre enfant? Il y avait une question qui était comment rassurer un enfant anxieux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle? Mais je pense qu'il est important, c'est un peu tout ce que tu as partagé déjà avant, c'est lié aussi au moment de présence, d'attachement, de co-régulation, comme tu les appelles au sein du programme. Peu importe finalement l'âge de notre enfant, bon, s'il est évidemment amené à vouloir, parce que quand on a avec des plus grands enfants, c'est plus compliqué, bien que dans des moments où on se sent un peu moins bien, la co-régulation, mais ce sera peut-être par quelqu'un d'autre que son parent, ça c'est certain, mais on va dire dans les âges qui nous concernent, en tout cas Diana et moi, moi personnellement, c'est vraiment aussi la présence. Et alors, je dirais pour les bébés, plus c'est vraiment ramener dans des situations in utero, parce que pour eux, vraiment, leur référence, c'est ça. C'est ce moment de sécurité, c'était vraiment au niveau du ventre de leur maman. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut ramener, en fait, et c'est ça qui est important aussi dans les premières semaines, les premiers mois, de ramener, en fait, cet enfant à ses références. Donc, c'est la voix de ses parents, c'est l'odeur de sa maman. S'il y a allaitement, ben, il y a l'odeur aussi encore qui est présente au niveau des seins, du liquide amniotique, etc. S'il n'y a pas allaitement, c'est pas grave, on reste de toute façon dans la présence et dans la connexion. Dans l'échange d'ocytocine aussi, cette fameuse hormone du bonheur, de l'amour qu'on ressent dans ces moments de co-régulation qui sont hyper importants autant pour l'enfant que pour le parent. Et donc c'est vraiment travailler un maximum à ce temps de présence. Alors on va se dire oui, mais moi j'ai pas toujours le temps, etc. C'est pas la quantité qui compte, mais vraiment la qualité, et de se dire que quand on offre ce moment de présence et de connexion à son enfant, ben, c'est d'être là à 100%. Alors clairement, c'est pas toujours facile dans les vies compliquées qu'on a, et même en postpartum, ben, y a des moments où on est fatigué, on n'en peut plus, et on se dit ben, c'est encore passer du temps collé à mon bébé, moi j'ai besoin aussi de pouvoir faire autre chose. Mais c'est se dire, quand je choisis de lui donner ce temps de présence et de connexion, de le faire à fond. Donc de respirer quelques fois avant et de se dire ben, ma to-do list, je la laisse de côté et maintenant je suis en connexion avec mon enfant. Parce que si c'est pour le faire à moitié, ben, autant j'ai envie de vous dire pas le faire du tout, parce que l'enfant il le ressent ça. Et de nouveau c'est ok si ce n'est que quelques minutes par jour. Le principal c'est vraiment la qualité du temps de présence et de connexion qu'on va offrir à son enfant. Ouais, moi ce qui m'est venu du coup aussi en t'écoutant Sophie, et en rapport avec mon expérience personnelle, en ayant été très anxieuse parce que très activée dès que mon enfant pleurait, très activée dès qu'il y avait un symptôme sur lequel j'arrivais pas à poser un diagnostic. T'as de la fièvre, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a plein de choses en fait qui nous échappent, qui sont difficiles à décrypter sur les premières semaines, premiers mois de vie. On apprend aussi à être parent, et quelque part, je crois que ce qui a été très utile pour moi, ça a été de me rappeler cette analogie avec le masque à oxygène en avion, où c'est le parent qui est invité à le mettre en premier. Parce que essayer de me placer systématiquement du point de vue de ce que mon enfant ressent, c'est difficile. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est une colique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne que j'aurais pas vu? Et donc dans ces moments-là, mon intention, c'est de revenir déjà vers ce que moi je ressens,
En termes de sensations, encore une fois, il n'y a pas forcément la nécessité, je crois, d'aller poser forcément un mot, mais ok, j'ai le cœur qui bat super vite. Bon, généralement, je sais que c'est du registre de l'anxiété. Et le fait de me donner un certain contexte, le fait de m'ouvrir à ce que moi je ressens, ça me permet tout de suite de me questionner sur qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui va m'apaiser et qu'est-ce qui va m'apaiser, qui va être profitable aussi à mon petit, en fait. Parce que si moi je m'apaise, si je le prends en peau à peau à ce moment-là et que j'ai déjà trouvé un moyen d'aller me réguler, ça va être beaucoup plus facile de lui offrir cet espace de co-régulation. Et donc typiquement, pour nous, ça pouvait passer par une douche chaude. L'avoir en peau à peau contre moi, laisser l'eau couler, se concentrer moi sur les sensations, sentir la respiration qui revient à un rythme qui m'est familier, à un rythme normal, et sentir en réponse mon bébé s'apaiser aussi. Parce que quelquefois, dans le « pourquoi t'as ça ?» qu'est-ce qui se passe pour toi, on se retrouve dans une impasse qui nous éloigne du comment j'adresse en fait ce que je traverse précisément à ce moment-là. Et du coup, ça me renvoie un peu sur cette question des ressources finalement. L'invitation au travers de tout ce travail qu'on a pu faire ensemble, ça a été évidemment aussi de comprendre où j'en suis pour pouvoir adresser les ressources en correspondance avec ce que je suis en train de vivre. Et donc, dans la parentalité, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on décèle ce qui est une ressource pour soi en tant qu'individu, et puis on décèle ce qui fonctionne dans ce lien en fait de co-création. Tiens, on va co-créer nos ressources. Qu'est-ce qui marche ? Bon, il y a la douche chaude. La nature a un effet apaisant immédiat sur mon enfant. Donc ça a un effet apaisant immédiat sur moi aussi, hein, c'est dans les deux sens que ça se produit. Dès que je sens qu'il s'apaise, waouh, génial, je suis super contente. Et c'est magnifique comme travail parce que ça recrée aussi pour le parent de la confiance en fait. Waouh, je sais aller chercher pour moi-même, mais en fait, je sais aussi aller chercher pour nous deux. Mon enfant est enfermé, mon bébé là, il peut pas, mais ok, à force de l'observer, à force de le ressentir en fait, mon bébé, je suis en capacité d'aller chercher ce qui nous fait du bien à tous les deux. Et ça renforce la confiance qu'on peut se faire en tant que parent, ou quand on est submergé, on va chercher des manuels partout. On se retrouve en plus avec des injonctions, on se retrouve avec des choses qui nous ressemblent pas forcément, on se retrouve avec des choses qui nous parlent pas en termes de justesse aussi. Alors que dès lors qu'on est attentif à ses ressentis, à ses sensations physiques et à celles de son enfant, on va pouvoir se proposer finalement une solution sur mesure. Merci. Et ce que je vois beaucoup, moi, comme témoignage, alors ça vient pas de moi, mais beaucoup comme témoignage dans les programmes auxquels je participe. Et ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à de plus en plus traquer sa propre physiologie, c'est plus facile aussi de traquer celle de son enfant. Je me souviens, je crois que c'est Erin Lyon qui disait qu'elle était dans une pharmacie, c'était l'hiver au Canada, et il y avait un bébé qui pleurait, et en fait, il avait juste chaud. Mais la mère, elle était tellement, je pense, déconnectée, hein, qu'elle voyait pas qu'il suffisait juste d'enlever son petit manteau, en fait, parce qu'il avait juste chaud. Et elle s'énervait, pourquoi tu pleures et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose de... C'est pas pour mettre en cause cette mère ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment quelque chose de... Plus je suis présent aussi à ma physiologie, à mes sensations, plus du coup c'est facile de traquer la physiologie de son enfant, j'imagine. Et... Une question, du coup, je rebondis sur les ressources. Justement, je voulais garder cette question pour la fin, mais je vais la poser ici. Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, peut-être des pratiques somatiques, des ressources ? Est-ce que vous pouvez partager peut-être quelques pratiques, des pratiques ou des ressources, des choses qui marchent pour vous et vers lesquelles vous allez, qui peut-être peuvent inspirer, alors en sachant que les ressources, elles sont intimement personnelles et il faut que vous testiez, hein, si vous nous écoutez, que vous testiez comment ça résonne avec votre système et comment votre système répond. Mais peut-être, 2 ou 3 ressources. Diana, t'as cité l'eau chaude, la nature. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées comme ça, peut-être de Rise, ou que vous avez découvertes ailleurs ? Bien, moi, ce que j'ai envie de partager d'abord, c'est de se dire que avant le programme, je pensais qu'il y avait des ressources qui étaient censées fonctionner, mais qui fonctionnaient pas du tout. Et j'ai compris pourquoi. Et j'aimerais le partager ici avec les personnes qui nous écoutent. C'est de se dire, OK, quand on monte dans les tours, c'est calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais en fait, non. Parce qu'on a cette énergie sympathique qui doit sortir. Et j'ai encore fait l'expérience ce matin, justement, encore. Que avant, je me serais dit après, en sortant de ce moment un peu compliqué avec mon fils, allez, calme-toi, va méditer, va faire du yoga. Et en fait, c'est absolument pas
de ça dont j'ai besoin. Donc ce matin, voilà, il m'avait encore, voilà, c'était encore bien monté en adrénaline et en activation. Et ben, avant effectivement potentiellement de me calmer, ben j'ai fait 30 jumping jacks, oui, 3 fois 10, hein, j'avoue, il fallait quand même que je reprenne mon souffle entre, mais pour faire sortir cette énergie qui était vraiment montée, j'ai fait la technique aussi de, je ne sais plus comment tu l'appelles, vraiment les mains sur le mur, voilà, qui m'a fait un bien fou aussi pour repousser toute cette énergie et la sentir ressortir de mes muscles, etc. Et puis seulement après, j'ai pu me poser et utiliser d'autres choses aussi qui fonctionnent. Moi, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien chez moi, c'est l'orientation. Le fait, quand on a énormément de choses sur son agenda, etc., le temps de se poser, d'observer ce qui nous entoure, etc., ben, j'ai pu le faire, mais dans un temps d'eux. Qu'avant, ben, je me serais posée dans mon canapé et ça n'aurait absolument pas fonctionné, tandis que là, après avoir sorti l'énergie, je me suis posée, je me suis orientée, donc j'ai fait vraiment attention à tout ce qui m'entourait, je me suis ancrée et là, j'ai fait mes respirations. Et puis, j'ai pu repartir pour finalement le commencement de la journée. D'accord? Donc c'est ça, une des choses très importantes que je continue à voir aujourd'hui, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de me calmer ou est-ce que d'abord, en fonction de l'activation évidemment, je dois faire sortir toute cette énergie avant potentiellement de pouvoir me poser ou pas. Ça dépend vraiment de ça. C'est vraiment avoir appris à voir et suivre l'impulsion, comme tu le dis si bien aussi dans le programme, de savoir de quoi on a besoin à ce moment-là. Merci. Et Diana, je te donne la parole juste après. C'est intéressant, je veux juste souligner ça parce que c'est vraiment intéressant. Là, comme c'est avoir les concepts au service de après faire concrètement quelque chose dans le quotidien, parce que j'ai compris, j'ai capté comment mon système nerveux fonctionne et je peux appliquer les concepts hyper concrètement là. Magnifique. C'était très intéressant pour moi, tu vois, d'observer mon fils appliquer très naturellement certains de ces concepts. Je t'en avais déjà parlé. On parle aussi de pendulation et de titrage. L'une voulant dire qu'on va chercher à amener de la ressource dans des moments d'activation, et l'autre indiquant qu'on va travailler avec un état émotionnel par le plus petit morceau d'activation. Et en fait, en parlant de pendulation, je vois mon fils faire ça très très bien, puisque quand quelque chose l'active, il vient vers moi, il se rassure, il se sécurise, et puis il y retourne en fait. Et juste, quand on dit qu'un enfant est un très bel enseignant, il y a vraiment de ça, parce que quelque chose qui est du coup très très utile pour moi, c'est de me dire, ok, j'attends pas justement d'être submergée dans la mesure du possible, parce qu'encore une fois, il y a tellement de facteurs un peu imprédictibles dans le déroulé de la journée que c'est pas toujours évident, mais de me dire, tiens, ok, là je sens que potentiellement, parce que je commence à connaître un peu nos situations de vie, notre quotidien, je sens que ça risque de me faire grimper très haut, donc je ressource avant en fait que ça se produise. Ça peut être je vais boire un verre d'eau fraîche, mais je le fais en conscience. L'histoire qui est intéressante dans la ressource, c'est qu'on en utilise en réalité plein dans nos journées, mais parce qu'on les a pas portées à notre conscience comme étant des ressources, on n'est pas attentif au shift que ça crée au niveau physiologique, au changement de sensation que ça crée au niveau physiologique. Et juste d'en prendre conscience, tiens, cette eau pétillante, là, qu'est-ce que je ressens, etc. Ça permet de ramener un certain seuil de sécurité, et puis hop, je fais comme lui, je retourne à l'activation. Ouais, merci infiniment. Ou juste quand on voit les bébés qui détournent le regard, hop, même le contact, il devient trop pour eux, bim, ils détournent le regard, ils titrent, hein, ils savent tellement bien titrer, prendre des tout petits morceaux. Magnifique. Je voudrais arriver sur le sujet de la transmission, de est-ce que si vous me voyez sur la vidéo, vous voyez que je le mets entre guillemets là, de transmettre le trauma, mais parce que Diana, je rebondis sur ce que tu disais, où tu disais moi j'étais très anxieuse et du coup voilà, je voulais pas amener ces états-là d'activation, toutes ces émotions. Donc des questions qu'on a eues sur ce sujet-là, c'est voilà, quels outils pour libérer nos enfants du poids de nos propres traumatismes? Si je fais un travail sur moi, est-ce qu'il y aura des effets sur mes enfants? Et des personnes qui se posent la question de voilà, j'ai travaillé sur mes traumas, où je suis en train, il y a des choses dont je me suis libérée, il y a des choses je sens, c'est work in progress, est-ce que ça peut se transmettre à mes enfants, tous ces traumas? Ici, je vais en parler rapidement. Il y avait aussi une question sur la dérégulation a-t-elle une origine génétique? Donc, je vais répondre à ces questions-là en même temps.
pas génétique, mais épigénétique. Donc, ce qui est intéressant, maintenant, on le sait que les traumas se transmettent d'une génération à une autre. Maintenant, peut-être la question, c'est comment. L'épigénétique, c'est quoi ? C'est l'étude de la façon, en fait, dont les événements qui nous arrivent, voilà, des événements traumatisants, pas que, mais voilà, des événements qui nous arrivent, notre environnement peuvent modifier le fonctionnement de nos gènes. Donc en fait, c'est pas nos gènes ou l'ADN en soi qui est modifié, c'est la façon dont notre corps lit cet ADN et nos gènes. Donc en gros, le gène reste le même, mais après, il peut être allumé ou éteint, pour le faire de façon très très simple. Et il y a eu plein d'études, notamment il y a Rachel Yehuda qui a fait beaucoup d'études là-dessus sur les survivants de l'Holocauste, où elle a étudié 1 à 2 générations qui suivent du coup des personnes qui ont été dans des camps. Et effectivement, il y a plus de stress, de maladies chroniques, d'anxiété, enfin il y a une corrélation vraiment directe entre des traumas des générations précédentes et des affections mentales, physiques aujourd'hui. Donc la question c'est oui, le trauma se transmet. On m'a dit quelque chose dans ma dernière formation de Somatic Experiencing, dans mon dernier module, qu'il faut que j'aille geeker. Je suis pas encore allée le geeker ça, mais je vais le poser ici parce que je leur fais confiance. Mais il disait, on a travaillé sur tout ce qui était in utero, et il disait, en gros, si c'est une femme, une fille, dans le ventre de la mère, elle commence déjà à produire des œufs, en gros. Elle commence déjà à produire ce qu'il faut pour se reproduire elle-même, en fait. Donc, nous, on est le résultat direct de notre grand-mère plus notre mère. Vraiment directement, au niveau physiologique. Donc du coup, oui, il y a plein de choses qui se transmettent. Et puis, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je sais pas. Mais puis, il y a plein de choses ensuite. Donc ça, c'est la question du transgénérationnel. Et puis après, il y a toute la question de tout ce qui se passe in utero. Tu évoquais, Sophie, tout à l'heure, l'in utero. Effectivement, le monde du bébé, c'est l'utérus de la mère pendant 9 mois. Et après, le monde extérieur devient notre utérus, finalement. Donc, il y a quelque chose de... Tout se transmet. Le Ray Castellano, il dit la santé du bébé, c'est la santé de la mère, en fait. Il n'y a pas de séparation. C'est un corps pendant 9 mois. Donc, la réponse, elle est bien sûr oui, que juste tout se transmet. Après... Voilà, je rebondis aussi sur ce que disait Sophie, on fait du mieux qu'on peut et il y a plein de moyens d'aller créer ensuite des expériences réparatrices s'il y a besoin. Donc faut aussi, là le message c'est aussi pour les parents de respirer un peu et voilà, on peut pas maîtriser tout ce qui va nous arriver pendant les 9 mois de grossesse. La vie, elle va nous envoyer des choses. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui disait aussi, est-ce qu'on peut faire un travail sur ces traumas en étant enceinte ? Absolument. Absolument. Au contraire, ça permettra d'être encore plus dans la présence. Et cette présence dont tu parlais, Sophie, de vraiment être présent à son enfant, Ray Castellano, il en parle beaucoup sur être hyper présent à son enfant quand il est dans le ventre aussi. Voilà. Où il parle de mères qui tapotent sur leur ventre et le bébé répond. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des études là-dessus, sur faire écouter des musiques à des enfants in utero, et après on a fait écouter les musiques enfants et on a mesuré leurs paramètres physiologiques, et encore une fois, il n'y avait pas de mots. Ils connaissaient pas la musique dans la tête, mais physiologiquement, ça réagissait. Incroyable. C'est passionnant. Et il y avait une question, c'est si je fais un travail sur moi, est-ce que ça aura un effet sur mes enfants ? Alors peut-être là, je vous ouvre à nouveau ici, et j'imagine que la réponse, elle est oui, mais peut-être si vous avez quelques mots à dire là-dessus. Est-ce que ça aura un effet sur mes enfants ? La question, c'était même sur mes enfants ados. Alors je sais que vous n'avez pas ados, mais voilà. Bien sûr, l'adolescence, c'est une période de grosse renégociation, donc oui, il y a plein de choses qu'on peut renégocier même à l'adolescence. Les parents, ne vous dites pas c'est trop tard, pas du tout. Pas du tout. Je vous ouvre la parole là-dessus. Alors, moi, je dirais que nos enfants, déjà, ils nous mimétisent. On essaye d'éduquer nos enfants.
C'est déjà un terme avec lequel je suis pas tout à fait d'accord, mais nos enfants, ils reproduisent surtout ce qu'ils voient. C'est ça qui est important et la manière dont on se comporte. Alors, à nouveau, hein, c'est normal que de temps en temps, ça ne se passe pas bien, on a des journées difficiles, on a des moments difficiles, chacun a ses traumas, etc. Par contre, effectivement, le fait de travailler sur nos traumas, ça aide aussi nos enfants dans le sens, quand on voit un parent, entre guillemets, apaisé ou pourquoi pas mise en place de ressources. Diana a parlé tout à l'heure de faire des choses aussi en amont. Pourquoi pas expliquer à notre enfant, tiens, pourquoi je vais aller la boire, cette eau pétillante? Pourquoi pas? Moi, je pars du principe, c'est quelque chose que je fais avec mon fils et que je discute aussi avec les parents que j'accompagne, c'est mettre des mots sur les choses qu'on fait et expliquer aux enfants pourquoi on le fait, en fait. Et donc, effectivement, je pense que ça aura un impact sur tout le monde parce que tout ce qu'on aura appris, tout ce qu'on expérimente durant ce travail et par la suite, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que c'est un travail permanent, hein, c'est pas parce qu'on a fini les 4 mois d'un programme que ça se termine. C'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, Camille, je veux dire, c'est pour la vie. D'accord? On peut toujours continuer à évoluer et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de mettre des mots là-dessus. Pourquoi est-ce que maman elle fait ça? Pourquoi est-ce que maman elle réagit comme ça? Etc. Je pense que c'est important et ça va aussi apprendre à nos enfants à pourquoi pas utiliser ces ressources si ça leur parle, mais aussi mettre des mots sur les choses par la suite. Et qu'un adolescent aussi, il n'y a rien à faire, même si c'est une période très compliquée et ça c'est quelque chose aussi sur lequel j'échange beaucoup avec les parents que j'accompagne parce qu'il y a pas mal de problématiques autour de ça, c'est de se dire, malgré que l'enfant est en contradiction avec nous-mêmes à ce moment-là, parce que c'est ça, c'est une nouvelle identité qui est en train de se créer, donc on veut se différencier de ses parents, avoir sa propre identité, mais en même temps, on continue à observer notre parent et en même temps, notre parent continue à définir notre cadre de sécurité, d'accord? Donc je veux m'éloigner de toi parce que je veux exister, mais en même temps je continue à t'observer et continue à m'apporter je reviens à la corrégulation. Alors ce sera peut-être plus par les câlins comme avant, mais ce sera peut-être plus par la mise en confiance ou de continuer à leur montrer, pas non, je suis fière de toi, mais ce que toi tu es fière de toi, regarde ce que tu es en train de faire. Je pense que c'est très important. Et donc, de nouveau, clairement, si on travaille sur nous-mêmes à ce moment-là et qu'on arrive du coup à sortir de situations compliquées, à mettre des ressources en place, à titrer les choses, etc., et mettre des mots là-dessus, pour moi, c'est un cadeau qu'on fait à nos enfants, finalement, peu importe l'âge qu'ils ont, et même en préverbal, j'ai envie de dire, quand je disais que les enfants reproduisent les choses que l'on fait, ça ne commence pas qu'au moment où ils marchent, où ils commencent à parler, pas du tout. C'est entre guillemets dès le début. Donc, voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Et avant de te passer la parole, Diana, je rebondis juste là-dessus. Même avant le début du début, on a fait, on a fait une expérience incroyable là, pendant ce dernier module. On nous a proposé une pratique en Somatic Experiencing où il nous disait « Imaginez que vos parents aient préparé votre arrivée avant même votre conception. » Et moi, je me suis imaginé ça et ça a été un truc, mais incroyable. Ça a été vraiment... ça y est, je peux me reposer. Et on parlait de avant la conception. Hein. Imaginez qu'on ait préparé l'espace pour que vous arriviez. Vraiment qu'on se soit préparé dans la présence, dans les émotions, dans le financier, dans tout en fait. Qu'on ait préparé votre arrivée avant même votre conception. Et il y avait un truc là-dedans, mais d'une puissance... Juste incroyable. Donc merci pour ça et j'ai même envie de dire c'est avant le début du début quoi, c'est dès le début mais encore même avant. Et peut-être un mot là-dessus, c'est que tout le travail avec le préverbal c'est tellement un travail hyper subtil en fait. Parce que c'est pas dans les mots, c'est vraiment dans l'atmosphère, dans ce qui se passe avec la personne, dans des postures, enfin c'est vraiment un travail hyper délicat et magnifique. Ouais, c'est super intéressant ce que vous déposez là. Moi, je pense à celles qui écouteront peut-être ce podcast, je l'espère, et qui justement ont du mal à se projeter dans la grossesse d'après le bébé ou les bébés qui sont décédés, qui n'osent pas préparer justement, de peur de mal faire, de peur de transmettre ce qu'elles n'ont pas envie de transmettre en fait. Je crois qu'il faut du temps aussi pour arriver à sortir de la culpabilité et à embrasser la compassion qu'elles peuvent poser
sur leur vécu, sur ce qui leur paraît possible et sur ce qui ne leur paraît pas possible à ce moment-là. Moi, c'est vraiment ce que ce travail sur le trauma m'a apporté. C'est déjà en premier de passer plus de temps en ayant connaissance de ce que je traverse, à poser beaucoup d'amour et beaucoup de compassion sur ce que je vivais et à sortir de la culpabilité. Parce que tout de suite, cette compassion et cet amour me permettait en fait et me permet toujours d'ailleurs, de rebasculer dans un espace de puissance, c'est-à-dire un espace dans lequel je peux me dire tiens, c'est quoi la solution là tout de suite? Comment est-ce que je m'accompagne là-dedans? Comment est-ce que j'aimerais me projeter? Qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et juste de ramener un peu de paix avec tout ça. Parce que dès qu'on entend, c'est hyper activant, dès qu'on entend oh là là, tout se transmet pour une mère qui est en plein dans ses traumas, qui navigue encore son deuil, qui sait même pas si en fait il y a une timeline pour retomber enceinte ou pas derrière. Ouais, c'est super costaud. Et moi, le message que j'ai envie de leur partager, c'est que déjà, comme tu le disais, on peut créer plein d'expériences réparatrices par la suite. Et ensuite, la capacité d'être présent comme on voudrait à son expérience se cultive et revient d'abord avec l'accord qu'on se donne, l'autorisation qu'on se donne d'en être finalement là où on en est. Et sur cette base-là, sur cette base d'acceptation, on va pouvoir agrandir cette fenêtre pour aller trouver des ressources, pour augmenter petit à petit cette capacité d'être présente comme on a envie, de se préparer comme on a envie, de se projeter comme on a envie. Et ça va prendre un petit peu le dessus petit à petit sur cette peur de je me prépare, mais et si ça n'aboutissait pas, et si à nouveau quelque chose de grave arrivait, etc. Donc je crois que la beauté de ce travail, c'est vraiment déjà je reconnais où j'en suis, et parce que je reconnais où j'en suis, et que je me donne l'autorisation d'en être là où j'en suis, je ramène plus de compassion que de culpabilité. Donc je suis moins dans l'immobilisme et dans les impasses dans lesquelles la culpabilité nous mène, qui me coupe de mes solutions, qui me coupe de ma créativité pour pouvoir faire quelque chose. Finalement, ça consiste à ramener du ventral, pour reprendre le langage polyvagal, qui est une voix plus nuancée, de l'ordre de ok, c'est pas parce que je suis pas capable là tout de suite que ça veut dire que je suis pas capable tout court, ou que je ne le serai jamais à la mesure de ce que je souhaite. Merci pour ça, on va clôturer dans une dizaine de minutes, je resterai bien encore des heures avec vous, mais une dernière question. Peut-être, Sophie, est-ce que tu veux rebondir sur ce sujet de la culpabilité, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, voilà, comment se libérer de la culpabilité en tant que parent? Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors déjà, la culpabilité, je pense qu'elle naît avec quand on devient parent, parce que c'est quelque chose avant qu'on ne connaît pas trop. Moi, j'ai envie de partager d'abord que c'est pas une émotion naturelle, on la trouve pas dans la nature, hein. Il n'y a aucun animal non plus qui culpabilise ou quoi que ce soit, et que en fait, détachons-en nous, c'était pas facile à dire ça, et disons-nous qu'on fait du mieux qu'on peut chaque jour, d'accord? Ce qui est important, c'est que de tirer peut-être des leçons ou une expérience, je veux dire une expérience, que leçon, ça fait encore un peu trop scolaire ou quoi que ce soit, de se dire que quand on se dit « Ah ben là, j'ai pas été chouette, etc. », déjà de s'envoyer de l'amour et de se dire que c'est ok, on a fait comme on pouvait. Moi, je pars du principe et il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé aussi, à partir du moment où on a une situation qui déborde, d'accord ? Ça déborde, ça arrive, même si on n'a pas su mettre les ressources en place, etc. Mais je vous invite vraiment à retourner votre enfant, s'excuser d'abord, recréer un moment d'amour et vraiment de recontextualiser sur ce qui s'est passé, le pourquoi. Maman, elle était fatiguée parce que ceci, cela, et bien expliquer aussi à l'enfant que, en général, ça n'a rien à voir avec lui. D'accord? Qu'il a certainement été l'élément déclencheur, et de nouveau, ça on n'a pas besoin de lui dire, mais plutôt basé sur maman est fâchée, maman est fatiguée, parce que, bref, recontextualiser. D'accord? Donc, ça arrive d'avoir un moment où on perd ses moyens, d'accord? C'est humain, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi, ça nous arrive à tous, d'accord? Mais c'est de se dire après, comment est-ce que je peux, de nouveau, c'est pas rattraper, mais expliquer à mon enfant ce qui s'est passé, parce que de nouveau, c'est une ressource qu'on lui met aussi pour la suite, d'accord? Et vraiment
ne pas trop se juger, parce que je pense que la culpabilité, elle vient surtout de l'auto-jugement qu'on a, et on a toujours peur du regard des autres, hein, on dit toujours ça, mais finalement, la personne qui se juge le plus, c'est nous-mêmes, d'accord? Donc, c'est essayer de descendre un maximum dans les injonctions et la pression qu'on se met, et se dire qu'à nouveau, on fait du mieux qu'on peut au quotidien, d'accord? Et quand ça fonctionne pas, ben c'est OK, et qu'il y a différentes façons, on va dire, de tirer un enseignement de la situation, de ce qui s'est passé, d'accord? Mais vraiment, je pense que ce travail m'a énormément appris à ce niveau-là aussi, c'est de voir les choses différemment et avec un peu plus d'amour, moins de jugement et de culpabilisation, hein, parce que pour moi, culpabilité et culpabilisation, ça va ensemble, et c'est de se dire que c'est OK, on fait comme on peut, on travaille sur nous-mêmes, et que ça va être un travail, on va dire, continu. Et donc prendre des constats des choses qui sont arrivées, voir comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment, mais sans s'auto-flageller de comment on a géré la situation, parce que de toute façon, comme on l'a dit, elle est réparable à tout moment. Voilà, je pense que c'est ça qui est important, et c'est de se dire que ça vient surtout de l'autopression. Et ça, c'est vraiment, à nouveau, j'ai envie d'insister là-dessus. On essaye de redescendre au maximum. Ouais, je suis tellement d'accord avec ton partage, Sophie. Ça m'évoque quelque chose que je dis régulièrement à mes clientes. C'est quand t'es mal assise, parce qu'on commence souvent la séance par ok, comment est-ce que tu te sens là dans ta posture, voilà, ressentir le corps, etc. Et puis réajuster ce qui a besoin de l'aide pour qu'elle soit le plus confortable possible. Et finalement, tous et toutes, on se rend compte des fois qu'on est mal assis, après coup, et on réajuste. Et en fait, ça n'a jamais été un problème. On s'est jamais dit, oh là là, mais j'étais mal assise, mais quelle cruche ou quelle nulle. Non, en fait, on réajuste, c'est tout. Et c'est vraiment ce travail de porter à notre conscience la posture dans laquelle on se trouve, la posture d'être, en fait. D'être dans nos relations, d'être dans la relation à notre enfant. Et accepter que, après coup, on verra ce qui nous convient moins, et qu'on aura du coup toujours à ce moment-là l'opportunité d'en changer. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que la question qui a été posée par un de tes auditeurs ou auditrices en rapport avec si moi je bosse sur mes traumas, l'impact que ça peut avoir sur mon enfant, on l'a vu, oui, ça a un impact qui est favorable, et ça m'évoque quelque chose qui m'est souvent demandé, qui est de l'ordre de et si moi je suis la seule à bosser sur mes traumas dans mon couple par exemple, et mon conjoint lui fait pas le job. Et de la même façon qu'on vient de le mettre en lumière avec la relation avec nos enfants, il suffit d'une personne qui travaille sur ses traumas, qui porte à sa conscience ce qui se passe, pour que ça change toute la dynamique et que tout le monde finalement bénéficie. Quand il y en a un qui ramène de la sécurité dans les échanges, ça bénéficie à tout le monde. Et c'est la plus belle manière, je dirais presque, de donner à l'autre l'autorisation de faire ce job si il ou elle en a envie, sachant que ce qui viendra déconnecter de personnes, c'est pas qu'elle fasse le travail ou pas, c'est plus les jugements qu'on va avoir sur cette situation-là de « Ah mais moi je suis la seule à faire ce boulot et donc on va arriver à rien ». On le fait parce qu'on a choisi de le faire, parce qu'on s'est dit à un moment donné que c'était bon pour nous, et ça doit pas devenir un facteur un peu discriminant ou finalement qui entraîne un jugement de valeur par rapport à l'autre qui aurait décidé. Moi, mon conjoint n'a pas décidé de faire particulièrement un travail sur ses traumas, mais voilà, pour lui, juste de sentir que je m'épanouis, de sentir à quel point je me sens bien dans mon corps, de sentir à quel point c'est bon de recevoir, de connecter à ses sensations physiques, ça l'invite quelque part à ça aussi. Donc, je voulais simplement rassurer ceux et celles qui se disent « Oh là là, l'autre ne fait rien ». Ouais. Oui, avec la limite d'une situation hyper toxique où vous avez besoin vraiment de poser vos limites parce que vous voulez limiter les dégâts. Et quand on fait ce travail avec son système nerveux, on va construire cette capacité aussi à poser les limites qui souvent n'étaient pas là. Et ce sur quoi je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Sophie, c'est intéressant, tu utilises la culpabilité, c'est ce qu'on peut ressentir, mais je pense que et je pense, il n'y a pas de mais là à cet endroit-là, parce que souvent les deux elles sont très très proches et elles coexistent en fait, mais souvent il y a de la honte, je pense, à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on va pas s'excuser auprès de son enfant, parce qu'on préférerait mourir que de dire, et d'ailleurs on dit la honte est mortifiante, on préférerait mourir que de dire I screwed up, comme on dit en français. J'ai raté, j'ai failli,
J'allais dire j'ai chié, c'est pas très beau. C'est ça en fait, genre ça allait pas quoi. J'ai failli, exactement. Et c'est là où on voit aussi la transmission du trauma, parce que si on fait pas, parce que ce dont tu parlais en fait c'est de rupture et de réparation dans l'attachement, si on fait pas cette réparation dans l'attachement, on sait qu'il y a ce phénomène de narcissisme primaire de l'enfant qui explique tout par son spectre, et donc qui explique tout par c'est ma faute s'il y a de la dérégulation. Et d'ailleurs même c'est intéressant, hein, même quand c'est pas lui, si c'est juste les deux parents qui s'entendent pas, pour l'enfant c'est ma faute. Enfin voilà, dès qu'il y a de la dérégulation dans l'environnement, et donc si on fait pas cette réparation, et ben cette onde toxique elle se transmet d'une génération à une autre, et voilà comment aussi le trauma se transmet d'ailleurs, pas que par l'épigénétique, mais bien aussi au niveau voilà, comportemental, émotionnel, et cette dérégulation qui est là. Et ouais, voilà, il y aura tout un épisode, il y a eu ou il y aura, je sais pas dans quel ordre encore je vais mettre les épisodes, mais tout un épisode de podcast sur la honte, qui est souvent derrière tout ça, et qui vient beaucoup parler de trauma développemental, la honte. Ok, on va clôturer ici. Merci Diana d'avoir évoqué, justement, c'était la dernière question qui avait un peu en suspens, qu'est-ce que je fais quand mon compagnon fait pas nécessairement le travail. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, voilà, même de façon brève, mais aux parents qui nous écoutent, aux mères, aux pères, aux parents biologiques ou qu'on choisit de l'être? Alors moi, je dirais chaque jour après l'autre, un pied devant l'autre. On fait chaque jour comme on peut, d'accord? Il n'y a pas de parents parfaits, ok? Et vous êtes déjà de très bons parents quand vous vous posez la question de savoir si vous l'êtes ou pas. Et moi, je vous rassure, vous ne l'êtes pas parce que ça n'existe pas, d'accord? C'est un enseignement de tous les jours, c'est un job H24, 7 jours sur 7, qui n'est pas facile. Il n'y a pas de bouquin par rapport à ça. Il y a sa propre expérience et le travail qu'on peut faire sur soi-même. Et je clôturerai en disant, prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste, au contraire, c'est vraiment pour mieux prendre soin d'eux aussi, mais parce que vous avez droit aussi de prendre soin de vous, parce que c'est un fameux job. Et donc, c'est normal que vous vouliez mettre en place tout pour vos enfants, mais prenez soin de vous aussi, c'est important. Moi, le message que j'ai envie de partager là, c'est vraiment c'est vraiment le fil rouge de mon métier, de mes accompagnements. C'est un peu cette big picture. C'est de dire finalement que s'affranchir de nos traumas là, c'est pouvoir prendre soin le plus rapidement possible, en tout cas comme on le souhaite, et pas comme on est dicté finalement par nos blessures de le faire. Et puis c'est aussi libérer les générations à venir. Alors derrière le terme de libérer, je ne nie pas tout ce qu'on a dit jusque-là, qui était qu'il y a une transmission pour une part. Mais moi, ce que j'appelle liberté dans ce cadre-là, c'est une liberté de choix en fait. C'est mon enfant et mon enfant voit les autorisations que je me suis données pour m'affranchir de certaines choses, de certains conditionnements, et quelque part je lui ai transmis, peut-être avec ça, mais j'ai aussi transmis mon autorisation de faire de même, et finalement de se délester de tout ce qui ne lui appartient pas. Donc c'est vraiment le remettre dans une posture comme ça de puissance aussi. Je sais pas comment on dit, tu sais, le fameux empowerment dont on parle, mais de transmettre ça à nos enfants, j'ai fait le job pour moi, et c'est pas une condamnation à vie. Au contraire, un trauma résolu, c'est un cadeau des dieux, non? Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Peter Levine, bref. Et il y a vraiment cette idée-là pour eux. Et puis, ce que j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, c'est aussi de valoriser les étapes intermédiaires. Ça, c'est un peu, pour moi, en tout cas, mon grand message et ma grande vision, mais derrière, il y a toutes les étapes intermédiaires, qui est de porter à notre conscience, sans se scruter, avec douceur, dans une orientation justement qui est douce, de tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi, valoriser ça, valoriser le fait que chaque jour on contribue un peu plus à soutenir notre physiologie, à prendre soin de soi, aider nos enfants à trouver leurs propres ressources. Ça crée ce sentiment aussi de fierté saine, qui est un super antidote à la honte, puisque tu en parlais, d'aller valoriser
tous ces micro-changements en fait dans le quotidien, parce que des fois quand on est très attaché à la grande image et aux grands résultats, on en oublie d'aller célébrer les petites avancées qui pourtant nous y conduisent, et c'est ce que tu nous as aussi transmis pendant ces 4 mois, et je t'en remercie. Merci Diana, merci Sophie. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les filles? Si des personnes qui nous écoutent veulent se faire coacher par vous, où est-ce que vous êtes? Site internet, Instagram, dites-nous. Alors du coup, moi il y a le site internet hellohappiness.coach sur lequel je présente mes accompagnements, dont un qui s'appelle Rebuild, qui est à la fois un travail individuel et qui sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire en tant qu'accompagnement de groupe, destiné au vécu du deuil périnatal, de la grossesse d'après et de la parentalité d'après. Donc il y a vraiment ce dénominateur-là du vécu du deuil. Et puis vous pouvez retrouver mon travail aussi sur Life After Baby Loss Coaching sur Instagram. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc c'est somum.be, parce que si vous n'avez pas encore entendu jusque-là, je viens de Belgique, mais je pense que tout le monde l'aura entendu. Et donc j'accompagne vraiment tous les parents à toute étape, et à nouveau, c'est pour prendre soin de vous également, c'est ça qui est important. Et vous me retrouverez également sur Instagram, somum.be. Voilà. Merci infiniment, on mettra tous les liens de toute façon dans les show notes pour que les personnes puissent cliquer dessus. Merci infiniment Sophie, Diana, merci pour cet épisode qui, je suis sûre, en aidera, en inspirera plus d'un et plus d'une. Si vous êtes parent et que cette conversation vous a inspiré, soulagé, apporté une petite pierre à votre édifice, n'hésitez pas à partager cet épisode à d'autres parents qui auraient besoin d'entendre tout ce dont on vient de parler là. Et si vous voulez vous faire accompagner du coup avec des pratiques, système nerveux informé, trauma informé, allez trouver Sophie, allez trouver Diana si vous voulez travailler sur votre parentalité de façon plus spécifique. Merci infiniment et je vous retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis. Merci Camille. Ouais, merci.